le titre est un petit peu déprimant, le cerveau en pièces détachées, mais enfin, je vais essayer de vous montrer que c'est quand même pas une fatalité. Alors, quand on étudie le cerveau, quand on pense au cerveau plutôt, et on se dit c'est quoi? C'est des neurones, des petites cellules nerveuses comme ça qu'on voit là dans ce fragment de cerveau de souris qui a été rendu transparent avec une nouvelle technique. C'est des tas de cellules comme ça connectées les unes aux autres. Maintenant, si les questions qu'on se pose, c'est des questions du genre, ce qui m'intéresse, c'est le langage, c'est la mémoire, des grandes questions comme ça. Eh bien, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, si on regarde les petites cellules comme ça, eh bien, on n'y comprend absolument rien. On ne voit pas le rapport entre ces cellules qui constituent le cerveau et puis les grandes questions qu'on se pose sur le fonctionnement cérébral globalement, la mémoire, le langage, la vision, les émotions, etc. Comment faire le lien entre les deux? Alors, en fait, l'étude du cerveau, c'est une espèce c'est comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière d'étudier le cerveau, il y a plein de manières d'étudier le cerveau à différentes échelles. Et on voit un petit peu une variété d'échelles. Il y a des gens, et toutes ces échelles sont plus ou moins représentées ici à l'ICM, il y a des gens qui s'intéressent à une molécule qui est dans le cerveau et qui joue un rôle X ou Y très important, et ils passent leur vie à étudier une molécule. Puis il y a des gens qui étudient quelque chose de beaucoup plus gros, comme une synapse, c'est-à-dire un point de connexion entre deux neurones. Comment se passe la connexion entre deux neurones? Bon. Puis il y a des gens qui regardent des trucs un petit peu plus gros, c'est un neurone entier. Et puis, les gens qui sont vraiment extrêmement ambitieux, ils regardent des circuits d'une demi-douzaine de neurones, comment un circuit d'une demi-douzaine de neurones fonctionne, comment ils communiquent entre eux. Et puis, on peut encore, en fait, agrandir le champ de vue et regarder le cerveau de façon très globale, dans son ensemble, à une autre échelle d'études. Et c'est de ça que je vais vous parler. C'est du cerveau vu à une échelle comme ça, vu de très loin, d'une certaine façon. Et c'est ce cerveau vu de très loin qu'on va essayer de mettre en pièces détachées. Alors, si on commence par un petit peu d'histoire, qui remonte un peu loin, un des grands-pères de la neuropsychologie et des neurosciences modernes, c'est ce personnage qui a vécu en gros à l'époque de la Révolution française, autour de 1800, qui s'appelait Franz Joseph Gall, et qui est bien connu, en fait, comme père d'une science, ou est-ce que c'est une science, qu'on appelle la phrénologie. Alors, qu'est-ce qu'il pensait, Gall? Il pensait que les différentes parties du cerveau jouent des rôles différents, et que cette spécialisation cérébrale est vraie dans les domaines les plus abstraits de la pensée, c'est-à-dire des choses comme ce que je vous disais, la mémoire, le langage, les émotions, l'amour de la musique, etc. Et il pensait que chaque partie du cerveau avait des fonctions différentes, et que chez tout le monde, les fonctions des différentes parties du cerveau étaient les mêmes. Et par exemple, ça c'est une carte faite par l'école de Gall, et comme vous voyez, le cerveau, la tête, le crâne, sont divisés en des dizaines de petites cases, et Gall considérait que chacune de ces petites cases, chacune des petits morceaux de cerveau correspondant à chacune de ces petites cases, était le support d'une fonction intellectuelle. Alors si vous avez une extrêmement bonne vue, vous pouvez voir la liste. Alors la liste est assez farfelue, il y a des choses comme la constructivité, la probativité, la merveillosité, je ne sais pas ce que c'est, et les coloris, bon, on peut imaginer ce que ça signifie. Chaque faculté avait sa place. Et notamment, pour prendre juste cet exemple-là, la flèche verte que vous voyez là, eh bien, je ne sais pas s'il n'y a pas un pointeur quelque part, non, c'est pas grave, ne mettez pas en peine. Cette flèche verte que vous voyez, eh bien, c'est la région du langage, selon Broca, selon Gall, pardon, qui se trouvait, selon lui, derrière les yeux. C'est une bosse un petit peu spéciale, parce que je ne vous ai pas dit, mais il considérait que quand une de ces régions du cerveau était particulièrement développée, eh bien, ça poussait sur le crâne et ça formait une petite bosse. Et c'est là que vient l'expression de la bosse des maths. C'était, selon Gall, l'endroit où se trouvait la bosse au-dessus de la partie du cerveau responsable des maths. C'est ça la phrénologie, c'est ça qui en est resté. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette phrénologie, qui, vu d'ici, a l'air un petit peu loufoque? Alors, simplement pour vous dire que Gall n'était pas un imbécile, très loin de là. Les bosses, c'est pas vrai. C'est pas vrai quand vous êtes plus ou moins doué dans un domaine ou un autre, vous avez une bosse à un endroit différent. Ça, c'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que le cerveau est un organe fait de sous-organes spécialisés. Et que, d'ailleurs, c'est encore un schéma de Gall, ces organes spécialisés ne sont pas placés n'importe où, n'importe comment dans le cerveau. Pour rester toujours à l'époque de Gall, Gall pensait par exemple que
les facultés les plus spécifiques à l'espèce humaine se trouvaient devant, et les facultés qu'on partage avec les animaux se trouvaient plutôt derrière. Ce qui est assez logique, parce que si vous regardez le crâne d'un être humain, juste le crâne, et le crâne d'un animal, un chien, un chat ou un singe, la grande différence qui saute aux yeux, à part la taille, c'est le fait que nous, on a un front. On a un front, les autres animaux, d'habitude, n'ont pas de front. D'où l'idée que les parties du cerveau qui nous sont plus spécifiques, qui appartiennent uniquement à l'espèce humaine, sont probablement derrière le front. Donc Gall a fourré derrière le front le langage, les mathématiques et un certain nombre de choses de ce genre-là. Il a mis en arrière dans le cerveau des facultés qu'on partage avec les animaux, comme la vision et des choses comme ça. Bon, comme je vous ai dit, dans le détail, les idées de Gall n'étaient pas correctes, c'est-à-dire que c'est pas vrai qu'il y a des bosses, et l'endroit exact où on met les différentes facultés, ça n'a pas tenu le coup. Pourquoi ça n'a pas tenu le coup? Parce que Gall pensait que le langage était ici, etc. Mais sur des arguments relativement farfelus. Par exemple, pour garder le même exemple du langage, il pensait que, il raconte dans ses œuvres qu'il a observé que les gens qui ont une bonne mémoire pour les mots, et ceci dès qu'il était enfant à l'école, il disait quand j'étais petit à l'école, mes camarades de classe qui apprenaient plus facilement leurs leçons, ils avaient des gros yeux qui leur sortaient de la tête, ce qu'il appelait des yeux de bœuf. Et il dit, j'ai toute ma vie ensuite constaté que les gens qui avaient une bonne mémoire pour les mots avaient des gros yeux qui leur sortaient de la tête, d'où il a déduit que la bosse du langage n'était pas une bosse comme les autres à la surface de la tête, mais une bosse située derrière les yeux, et repoussant les yeux un petit peu vers l'extérieur. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a à prendre et à laisser dans les idées de Gall. Ce qui est intéressant, c'est que Gall, et ça on ne le sait pas assez, a aussi appuyé ses arguments sur des idées neuropsychologiques, c'est-à-dire sur l'observation de patients. Lui-même n'a probablement pas observé beaucoup de patients, mais on lui a raconté pas mal d'histoires. Ah, c'est très gentil, merci. Et ici, par exemple, il raconte l'histoire d'un marquis ou d'un baron, je ne sais pas, Édouard de Rampant, âgé de 26 ans, qui a été blessé au cours d'un duel, il a pris un coup de fleuret. Ce fleuret lui est entré par ici, et puis il lui a traversé l'avant du cerveau, et Gall dit que ce monsieur de Rampant a eu des difficultés à parler, à retrouver les mots, à comprendre les noms, etc. Et il en a déduit que la région du cerveau qui avait été embrochée par le coup de fleuret était nécessaire à l'exercice du langage. Donc c'est exactement un raisonnement qui n'est plus un raisonnement farfelu comme l'observation des yeux qui sortent de la tête, mais un raisonnement empirique, moderne, qui est du même genre de ce qu'on a fait par la suite. Alors, qu'est devenue la phrénologie? Bon, alors, elle a eu un succès mondain, c'est-à-dire qu'on allait voir le phrénologue pour savoir s'il fallait se marier avec un tel ou un tel, quelles études devaient faire les enfants, si tel employé était honnête ou pas, s'il fallait laisser en prison ou faire sortir de prison quelqu'un qui avait été condamné pour vol. Mais évidemment, s'il était un voleur dans l'âme et dans le cerveau, il ne fallait pas le laisser sortir, etc. Donc il y a eu toutes ces applications de la phrénologie, et puis comme finalement ça ne reposait pas sur grand-chose, tout ça est tombé à l'eau dans le courant du XIXe siècle. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tellement ça, c'est la postérité scientifique de la phrénologie. Ce qu'il faut en garder de la phrénologie, c'est cette idée de spécialisation cérébrale, l'idée selon laquelle les différentes parties du cerveau ont des fonctions différentes. Et là, on passe à une deuxième période très différente, qui est la deuxième moitié du XIXe siècle. Et pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, cette idée générale de la spécialisation cérébrale a connu une espèce de floraison, mais fondée sur des observations de patients précises, variées, etc. Et c'est de là qu'on tient nos premières connaissances sur le rôle des différentes régions du cerveau. Par exemple, il y a cette histoire fameuse, je ne vais pas la raconter dans le détail, j'ai l'impression de radoter, mais c'est une histoire qui fait partie de l'histoire sainte de la neuropsychologie, si on peut dire, et qui fait intervenir un autre personnage, qui était Paul Broca, une des gloires médicales du XIXe siècle. Et Paul Broca avait été nommé chirurgien à l'hospice de Bicêtre, qui était un endroit un peu comme la Salpêtrière, où il y avait des malades, des retraités, des enfants, des orphelins, etc. Un petit peu des gens qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les aide. Et il a été nommé en 1860 chirurgien à l'hospice de Bicêtre. Et puis peu de temps après son arrivée à Bicêtre, on appelle le chirurgien Broca pour aller voir un patient, l'illustre, enfin il est illustre maintenant, Monsieur Le Borgne, qui était un homme qui avait passé le plus clair de sa vie à l'hospice de Bicêtre. Et ce monsieur avait une gangrène, une infection grave d'une jambe, qui fait que sa vie était menacée. Est-ce qu'il fallait lui couper la jambe, pas lui couper la jambe, etc. Broca le voit, regarde la jambe, et puis conclut que, mon Dieu, c'était trop tard, que ce monsieur allait passer de vie à trépas dans les 3 jours. Ok. Mais
Broca avait une autre casquette, c'était pas que un chirurgien qui coupait des jambes, c'était aussi ce qu'on appelait un anthropologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéressait à la nature humaine, mais dans une approche ni métaphysique ni religieuse, dans une approche scientifique et expérimentale. Et il s'est dit, voilà quelque chose d'intéressant. Pourquoi intéressant? C'est que ce monsieur Le Borgne, en fait, il avait une autre particularité à part sa gangrène, c'est qu'il ne savait plus parler, il ne savait plus rien dire à part les syllabes tant, tant, tant. On sait que dans sa jeunesse, il avait pu parler, mais on sait que depuis de longues années, il ne pouvait plus dire que tant, 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 tant. Ok. Autrement dit, il avait perdu, non pas toutes ses facultés intellectuelles, parce que le reste de ses facultés intellectuelles était intact, il comprenait ce qu'on lui disait, il n'était pas idiot, il avait son caractère, il était malhonnête, il volait les affaires de ses voisins, etc. Il était parfaitement normal, mais simplement, il ne disait que tant, 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 tant. Pourquoi ça a intéressé Broca? Ça a intéressé Broca parce qu'à l'époque dont on parle, cette question de la spécialisation cérébrale, est-ce que, comme Gall le disait, les différentes parties du cerveau ont des fonctions différentes, ou bien est-ce que tout le cerveau fait la même chose? C'était une question ouverte. Et donc, Broca s'est dit, ce monsieur va mourir, je vais regarder son cerveau, et si mon maître, le maître de mon maître, Gall, avait raison, ce monsieur devrait avoir une lésion à un endroit bien précis dans l'avant de son cerveau. Les choses se passent exactement comme ça, puisque effectivement M. Le Borgne meurt rapidement, et que Broca fait l'autopsie, sort le cerveau, que voilà, qui est conservé jusqu'à ce jour, et vous voyez le profil de l'hémisphère gauche de M. Le Borgne, vu comme ça, et vous voyez qu'il y a un trou au milieu, là, il y a une lésion, qui est dans une région bien particulière, qui s'appelle jusqu'à présent la région de Broca, ce qui est bien naturel, et que c'est la lésion dans cette région-là qui a été responsable de la perte de la faculté de ce que Broca appelait le langage articulé, la capacité à produire des mots avec sa bouche. C'est une observation qui a une grande importance, parce que c'est la première, une des premières d'une série d'observations qui disent, voilà, vous avez un accident qui détruit telle partie de votre cerveau, vous allez perdre telle faculté bien particulière. Parce que ça a été suivi de bien d'autres observations qui ont confirmé que si vous avez une lésion à cet endroit-là, vous allez perdre certains aspects de votre langage. Alors qu'est-ce qui se passe dans les années suivantes? Eh bien, on continue à observer à travers toute l'Europe et le monde d'autres patients dans le même esprit. On voit un patient, on essaye de savoir où est sa lésion cérébrale. Malheureusement, à l'époque, on pouvait le savoir généralement après la mort du patient, parce que sinon on ne pouvait pas savoir où était la lésion, il n'y avait pas de scanner, pas d'IRM. Et quelles sont les facultés que ce patient a perdues? Et de cette manière, on disait, bon, s'il a perdu telle faculté, eh bien, et que sa lésion est là, c'est que cette partie du cerveau était nécessaire à l'exercice de cette faculté. Et donc, dans le domaine du langage, pour garder cet exemple-là, au cours des années suivantes, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait plein de régions cérébrales, pas que la région de Broca, qui sont impliquées dans le langage, des régions qui sont dans l'hémisphère gauche d'habitude, et que, selon la région qui est endommagée, on a différents types de problèmes de langage, et notamment, Karl Wernicke en Allemagne a identifié, c'est quelque chose qui est assez connu, une espèce de tandem Broca-Wernicke. Il a identifié une autre région du cerveau, une autre région de l'hémisphère gauche, qui s'appelle la région de Wernicke, et qui, quand elle est endommagée, donne également des problèmes de langage, mais pas les mêmes que les problèmes de langage qu'avait eu, par exemple, M. Le Borgne. Et donc, on se retrouve avec différentes régions cérébrales, toutes impliquées dans le langage, mais dans différents aspects du langage, et différentes pannes de langage qu'on peut avoir. Par exemple, perdre la capacité à produire de la parole comme le patient de Broca, ou les gens qui ont une aphasie dite de Wernicke, des difficultés à comprendre le langage et une production bizarre, anormale, transformée. Donc différentes variétés possibles. Je vais passer là-dessus. Alors, les gens de cette époque, nos prédécesseurs, eh bien, voyaient, évidemment, non seulement ce n'étaient pas des imbéciles, mais ils essayaient de répondre à la même question que celle à laquelle on essaie de répondre aujourd'hui. Ils essayaient pas juste, dans un esprit comme Gall, de faire de la phrénologie, de la localisation simplette des fonctions, de dire telle fonction, tel endroit, telle fonction, tel endroit, etc. Ils savaient bien que quand vous faites quelque chose dans la vie réelle, quand vous parlez, quand vous marchez, vous faites des calculs, n'importe quoi, jamais vous ne faites marcher qu'une partie de votre cerveau. Il y a plein de régions du cerveau qui, de toute façon, doivent collaborer. Et donc, ce qu'ils essayaient de comprendre, ce n'est pas juste un catalogue de régions isolées, chacune avec sa fonction, c'est comment plusieurs régions ensemble réalisent ensemble une fonction donnée. Et donc, ils essayaient de faire ce qu'on appelle un modèle anatomo-fonctionnel.
vous faites quelque chose, quelles sont les régions du cerveau qui entrent en jeu, et quel est le rôle de chacune de ces régions dans l'activité d'ensemble. Et pour garder exactement le même exemple que tout à l'heure, certes, on avait identifié la région de Broca pour produire de la parole, la région de Wernicke pour comprendre de la parole, et on se disait, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment ces deux régions collaborent. Et on s'est dit, par exemple, c'était des idées de Wernicke, par exemple, quand vous entendez un mot, et que vous le répétez, vous entendez le mot caramel, vous répétez le mot caramel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il pensait que le mot caramel que vous entendez est décodé dans la région de Wernicke. Ensuite, il est transféré de la région de Wernicke à la région de Broca derrière en avant, et puis il est produit par la région de Broca. Et finalement, vous avez entendu le mot, vous l'avez transféré d'arrière en avant dans votre cerveau, et vous l'avez produit avec votre région de Broca. C'est un truc extrêmement simpliste, mais on voit que ce n'est pas juste une question de localisation, c'est comment le système fonctionne. Et à l'époque, il y avait des grands progrès dans le domaine de l'anatomie, on va y revenir, qui faisaient qu'on pouvait enrichir ces modèles. Et vous voyez par exemple que cette communication entre la région de Wernicke en arrière et la région de Broca en avant, eh bien à la même époque, on a isolé, identifié, notamment les travaux de Constantin von Monaco, qui a identifié un faisceau de substances blanches, un faisceau de connexion entre l'arrière et l'avant du cerveau, qu'on appelait le faisceau arqué, et dont on s'est dit, ben, c'est probablement ce faisceau qui sert à transférer l'information d'arrière en avant de la région de Wernicke à la région de Broca. Donc ils essayaient de faire des modèles anatomo-fonctionnels, anatomiques, c'est-à-dire quelles sont les parties du cerveau, et fonctionnels, que font ces différentes parties du cerveau, du langage. Alors, il faut voir qu'à cette période, cette espèce de type d'observation scientifique et médicale n'était pas du tout limité au domaine du langage. Et on a observé le même genre de choses dans plein d'autres aspects du fonctionnement mental. Et juste en passant quelques exemples, il y a autre chose qui est une activité humaine très élaborée, très compliquée, même si on a l'impression que ça se fait tout seul, c'est les gestes. J'utilise un objet, je me gratte le nez, je montre un endroit, etc. Toute une variété de gestes extrêmement élaborés, sans parler de la musique. Et ces gestes aussi, de la même manière que le langage peut tomber en panne, les gestes peuvent tomber en panne. Et de la même manière qu'à l'époque, on a identifié le concept d'aphasie, perte du langage, de certains aspects du langage, eh bien on a identifié le concept d'apraxie, perte des gestes. On parle de choses non évidentes. Quelqu'un qui est apraxique, ce n'est pas quelqu'un qui est paralysé, c'est quelqu'un qui peut bouger, qui n'a pas de manque de force, qui ne tremble pas, etc., mais qui ne sait plus comment faire les gestes. Ça peut être pas très sévère, ça peut être très sévère aussi. Je me souviens d'une patiente qui, et c'était d'ailleurs une patiente de l'époque du professeur Signoret dont vous parliez, c'est une dame qui avait eu un accident d'anesthésie et qui avait des lésions, probablement deux lobes pariétaux par là. Et cette dame était extrêmement apraxique, c'est-à-dire que non seulement elle n'était même plus capable d'utiliser les objets de la vie quotidienne. C'était un handicap invisible. Elle a été examinée par un médecin de la sécurité sociale qui a dit, bah, madame, et que cette dame n'était ni stupide, ni paralysée, ses réflexes étaient là, etc. Il n'a pas vu qu'il y avait un problème. Or, cette dame ne pouvait pas utiliser de papier toilette. Elle ne pouvait pas utiliser de ciseaux. Elle avait une paire de ciseaux à la main, elle ne savait pas comment l'attraper. Elle ne savait plus quel geste faire pour saisir cette paire de ciseaux. Elle ne savait plus comment placer ses mains, ni sur la paire de ciseaux, ni sur la fourchette, ni sur le couteau, ni sur la bouteille, etc. Voilà. Ce monde de l'apraxie, parce que l'apraxie, et comme les gestes c'est compliqué, il y a toutes sortes de variétés d'apraxie, de la même manière qu'il y a plein de variétés d'aphasie. Ça a été décrit par Hugo Lippmann en 1900, c'est lui le père un petit peu de cette idée d'apraxie. Et tout le reste des domaines de la vie mentale ont été de cette même manière un petit peu démontés à cette période. On a commencé à les démonter, même des choses assez abstraites, là c'est une image assez célèbre que vous voyez à droite, assez horrible également, mais d'un patient, ça c'est le nom du patient Phineas Gage, qui a été assez célèbre, qui est redevenu assez célèbre à la suite des travaux de la famille Damasio, et c'est un patient qui avait, bon, l'histoire en elle-même mérite d'être racontée, mais enfin on n'a pas beaucoup de temps, allez, en un mot, c'est un homme qui était contremaître sur les chemins de fer qui ont traversé au XIXe siècle les États-Unis, d'un côté à l'autre. Et c'était un bon contremaître, très sérieux, et puis un jour, il a fait une bêtise quand même, il a vérifié que l'explosif était bien placé au fond d'un trou dans un rocher, et il y avait déjà la barre à mine qui était là, et il a tapoté un petit peu trop, l'explosif a explosé, et puis cette barre métallique
que vous voyez là, qui était d'une taille considérable, lui a décollé comme ça, est entrée ici, est ressortie par au-dessus de sa tête, et puis elle est tombée 100 mètres plus loin. Évidemment, il y a eu un petit malaise, mais miracle numéro 1, il s'en est remis. Et puis le médecin local l'a soigné, et puis voilà, il a repris son existence, ce qui est déjà remarquable. Mais comme il est écrit, Gage n'était plus Gage, c'est-à-dire qu'il avait subi des changements de personnalité. Il n'était ni paralysé, ni aphasique, parce que son lobe frontal avait été abîmé, mais en avant de la région de Broca, dans d'autres régions, dont on ne savait pas très bien à quoi il pouvait bien servir, mais des régions qui ont montré que chez lui, ça avait entraîné un changement de personnalité important. Apparemment, il était devenu absolument pas fiable. Il a pris des mauvaises décisions dans la suite de son existence, dès qu'il fallait faire des choix, notamment dans le domaine social, semble-t-il, et il a mal fini, finalement, pour des raisons liées à cette modification de la personnalité. Donc des choses aussi abstraites que les décisions qu'on prend en société, la qualité de la personnalité, tout ça, finalement, ça se passe dans le cerveau, et dans une certaine mesure, c'est localisable dans le cerveau. Un ou deux derniers exemples. Il y a un domaine aussi qui a été fragmenté, qu'on a commencé à démonter en pièces détachées, si je peux dire, à ce moment-là, c'est le domaine de la vision. Et là encore, pour rester dans les temps anciens, vous voyez là, par exemple, une image d'un article de Verret, 1888, article dont je dois la communication à Paolo Bartolomeo, ici présent. Et dans cet article, Verret décrit quelque chose qui était plus ou moins connu déjà avant lui, mais qui n'avait jamais été aussi bien décrit, qui est très simple. Cette patiente avait eu un petit accident. Alors ça, c'est évidemment, on a dû attendre la mort de la patiente pour voir exactement où était la lésion, parce que, comme je dis, il n'y avait pas de scanner, etc. Cette patiente avait eu un petit accident vasculaire, et à la suite de ce petit accident vasculaire, eh bien, la seule chose vraiment qu'elle avait, c'est ça. C'est-à-dire que, quand elle regardait droit devant elle, eh bien, tout ce qui était à gauche dans son champ visuel était normal, en couleur, et tout ce qui était à droite dans son champ visuel était en noir et blanc. Vous voyez le monde, si vous fixez au milieu, ben vous voyez quelque chose comme ça. La gauche en couleur, la droite en noir et blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est une conclusion que Verret a tirée, très logiquement. Ça nous apprend, une observation comme ça, nous apprend que la vision, c'est pas tout ou rien, mais qu'il y a dans le cerveau une région particulière qui est responsable du calcul de la couleur, de l'identification de la couleur des choses, et que cette région s'occupe, qu'il y en a une dans l'hémisphère gauche, une dans l'hémisphère droit, que celle de l'hémisphère gauche s'occupe de la moitié droite de l'espace, celle de l'hémisphère droit s'occupe de la moitié gauche de l'espace. Et que si on a une lésion à cet endroit-là, c'est pas qu'on perd toute la vision, mais on perd uniquement un aspect bien particulier de la vision, qui est la couleur. Et ce que vous voyez là, en dessous, c'est une image d'imagerie fonctionnelle, donc quelque chose de beaucoup plus récent. Ça remonte à loin, ça remonte aux premières années d'imagerie fonctionnelle, ça fait 20 ans. Eh bien, vous voyez une petite région du cerveau, on ne voit pas le cerveau, donc c'est pas très facile de comprendre, mais deux petites taches rouges qui correspondent à des régions qui, chez les sujets normaux, quand on leur montre des images en couleur, s'activent plus que quand on leur montre des images en noir et blanc. Et c'est cette région-là qui, quand elle est détruite, comme chez cette patiente-là, vous rend achromatopsique, c'est-à-dire perdre la vision des couleurs. Et il n'y a évidemment pas que les couleurs, la même logique s'applique à bien d'autres aspects de la vision, et pour n'en citer qu'un, ça, c'est une observation plus récente, qui a été publiée en 1978 par Thiel, et qui est vraiment quelque chose de rare, très rare. Eh bien, c'est pas la perte de la vision des couleurs, mais c'est la perte de la vision des mouvements. C'est une dame qui a eu on ne voit pas la lésion, elle n'est pas très visible, qui a eu un double accident des régions occipitales à gauche et à droite, et qui, comme conséquence de ces lésions, ne pouvait plus voir que les objets immobiles. Quand les objets... voilà, elle a raconté des anecdotes, telles que, par exemple, j'entre dans une pièce où il y a plein de monde, c'est extrêmement troublant, parce que quand les gens voient quelqu'un là, et puis il disparaît, paf, comme ça, et puis il réapparaît à un endroit imprévisible. Voilà. Donc ça rend la vie en société difficile, sans compter que quand, comme elle racontait d'autres anecdotes, par exemple le fait que pour traverser la rue, elle entend une voiture qui approche, mais elle voit une voiture qui est loin, elle s'approche du bord du trottoir, et puis paf, la voiture est là. La voiture est là, parce qu'elle n'a pas vu s'approcher, parce que au cours de son approche, elle était, pour ainsi dire, invisible. Elle raconte qu'en versant de l'eau dans un verre, eh bien, d'une part, de temps en temps, elle avait l'impression de voir comme une espèce de cascade de glace figée, et puis surtout, elle n'arrivait pas à suivre l'eau montant dans le verre, et puis elle se retrouvait avec de l'eau qui débordait sans qu'elle ait vu
la catastrophe venir. Donc on peut perdre la vision des mouvements. Et là, de la même manière, vous voyez une activation chez des sujets normaux qui voient des objets en mouvement par rapport à des objets immobiles, une activation dans cette région qu'on appelle la région V5, et qui, quand elle est endommagée, peut donner cette akinétopsie, perte de la vision des mouvements. Alors, je suis un petit peu inquiet, vous devez être inquiet aussi, c'est-à-dire que le temps passe, et on est toujours en 1800 quelque chose. Et comme on est quand même à l'ICM, qui est un bâtiment et son contenu orienté vers l'avenir, vers la découverte des secrets des maladies et des secrets du cerveau, et donc c'est peut-être inadapté de rester trop longtemps dans le passé. Donc ce que je vous propose, c'est de parler de choses. Alors ça, c'est encore un petit peu du passé, mais ça va être la fin du passé. Voilà. Autre exemple. Et après, on saute dans le temps. Ça, c'est Joseph Jules Desjrine, qui est un neurologue, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il est mort en 1917, je crois. Et Joseph Jules Desjrine a décrit encore un autre cas de déficit sélectif remarquable, comme ce que je vous ai donné. Mais ça, c'était un déficit sélectif pour la lecture. C'est-à-dire que c'est un patient qui s'est réveillé un beau matin, il a essayé de lire son journal, et il s'est passé la chose suivante, écrite par Desjrine. Le malade s'aperçut brusquement qu'il ne pouvait plus lire un seul mot, tout en écrivant, en parlant très bien et en distinguant aussi nettement qu'auparavant les objets et les personnes qui l'entouraient. Autrement dit, tout allait bien, il voyait normalement, il parlait normalement, il comprenait normalement ce qu'on lui disait, il écrivait normalement, il reconnaissait normalement toutes les choses du monde visuel, sauf les mots et les lettres. Il voyait une lettre, voilà, il voyait un A, il était capable de dire, je vois un truc triangulaire, il y a une barre horizontale, voilà. A fortiori, reconnaître un mot, c'était tout à fait impossible. Ce monsieur avait donc perdu la capacité à reconnaître visuellement les lettres. Et comme vous voyez, sur ce dessin fait par Desjrine après la mort du patient, cette région noire, dans le dessous du cerveau, pas loin de la région des couleurs qu'on a vu tout à l'heure, c'est encore une autre partie du système visuel qui, elle, est spécialisée, pas pour les couleurs, mais pour la reconnaissance des lettres. Et quand cette région est endommagée, eh bien, on ne peut plus lire les mots qu'on voit écrits. Alors, cette région n'est pas la seule, alors j'en parle, je radote là aussi, mais j'en parle parce qu'on lui a donné un nom à cette région. Avec Stanislas Dehaene, Lionel Nakache et d'autres collègues, on l'a identifié, il y a déjà pas mal d'années, on l'a appelé la région de la forme visuelle des mots. Bon, on a donné ce nom. Elle n'est pas toute seule. Dans cette région du cerveau, dans le bas du cerveau, la région qui s'occupe de la vision, il y a des régions qui sont spécialisées pour les mots, qui s'activent plus quand vous montrez des mots dans une machine d'IRM fonctionnelle, d'autres qui s'activent plus quand vous voyez des visages, d'autres qui s'activent plus quand vous voyez des maisons, etc. Donc il y a une espèce de mosaïque de spécialisation à l'intérieur du système visuel, je vous ai dit, pour les couleurs, les mouvements, les lettres, les visages, etc. Des régions spécialisées, ce qui explique la multiplicité des pannes. Alors, pour faire un petit saut dans le temps, quand même, on peut faire du Desjrine un peu mis à jour. Comment est-ce qu'on peut examiner un patient du genre de celui examiné par Desjrine avec les moyens du bord, avec les moyens du bord qui sont plus importants que ceux du bord de Desjrine. Alors, ça, c'est l'exemple d'un patient de la Salpêtrière, c'est un travail qui remonte à quelques années, qui était épileptique, qui était suivi dans le service d'épileptologie, et dans certains cas d'épilepsie, de crise d'épilepsie rebelle au traitement médical, on donne des médicaments et il continue à faire des crises. Dans certains cas, on peut proposer un traitement chirurgical, qui consiste à enlever le petit bout de cortex d'où on pense que viennent les crises d'épilepsie, qui sont des espèces de décharges électriques parasites. Si on sait d'où viennent ces décharges électriques, on enlève le point de départ et on espère que ça va aller mieux. Dans certains cas, la seule manière de savoir d'où partent les crises d'épilepsie, eh bien, dans quelques cas, on est obligé d'y aller voir directement. C'est-à-dire d'implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau du patient, d'attendre que se produisent des crises et de guetter exactement ce qui se passe. Ce que vous voyez là, c'est le cerveau de ce patient translucide, et ce que vous voyez, ces brochettes vertes, ce sont des électrodes qu'on a placées dans ce cerveau, dans le cerveau du patient. Alors une fois que les électrodes sont en place, le patient a un gros pansement sur la tête, qui rentre dans sa chambre avec son gros pansement, un fil qui sort, qui est enregistré, qui est branché à une machine qui enregistre, et puis il attend comme ça 10 jours qu'on ait compris ce qui se passait. Donc chez ce patient, c'est ce qui s'est produit. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que ces électrodes étaient placées pas n'importe où, mais dans une région qui est proche de cette région de la lecture qui nous intéresse.
Donc on s'est dit, c'est l'occasion de voir ce qui se passe, et on a fait lire ce patient, on a enregistré l'activité électrique sur ces électrodes pendant qu'il lisait, et on a appris pas mal de choses. Alors, en plus, et ce n'est pas le moindre des hasards, les épileptologues ont jugé que c'était de là que venaient ces crises. Ils ont pensé que c'était d'une région proche de la région de la lecture que venaient les crises. Et donc, on a proposé aux patients de retirer ce petit bout de cortex. Alors évidemment, ça a été discuté, est-ce qu'il risque de devenir alexique, de perdre la capacité à lire, comme le patient de Dejerine, etc. Donc on a pesé le pour et le contre. Finalement, le patient a été opéré, d'ailleurs, vous voyez un petit bout de son cerveau, là, qui prouve que c'est vrai. Et eh bien, ce patient est malheureusement devenu beaucoup moins sévèrement que le patient de Dejerine. Il a eu des problèmes de lecture qui sont apparus, pas aussi massifs que chez le patient de Dejerine, et qui progressivement ont récupéré. Et chez ce patient, on a pu faire non seulement les enregistrements électriques au cours de la lecture, comme je vous l'ai dit, on a pu faire de l'IRM fonctionnel avant la chirurgie, après la chirurgie, et voir que après la chirurgie, toutes les activations étaient normales, les activations pour les visages, pour les maisons, pour les outils, comme ce que je vous ai montré, sauf les activations pour les mots. Autrement dit, cette petite région de reconnaissance des lettres avait été endommagée, disconnectée par cette chirurgie, alors que le reste du système continuait à marcher d'une manière normale. Alors, dernière partie peut-être de ce que je vais vous raconter, toujours dans le même domaine. Jusqu'à présent, j'ai eu tendance à vous présenter le cerveau comme une espèce d'objet fixe, une espèce de pierre, ne bougeant pas avec le temps. Il y a la région de trucs, la région de machin, etc. Et puis quand il y a un accident, on perd cette région. Voilà. La réalité est très différente. La réalité est que le cerveau est un organe vivant, qui évolue, qui change, qui se répare pas, etc. Et que ça aussi, on peut l'étudier. Alors, pour garder les mêmes exemples, on peut l'étudier, cette plasticité du cerveau, cette capacité du cerveau à changer, on peut l'étudier, par exemple, chez les enfants, qui est la situation primordiale du changement du cerveau. Ce qu'on voit ici, par exemple, eh bien, on voit toujours la même mosaïque là, de régions que je vous ai montré, la région des visages, la région des maisons, la région des mots, etc., en couleurs différentes. Là. Et vous le voyez chez des enfants de 9 ans, donc les choses sont déjà à peu près en place chez un enfant de 9 ans. Ce que vous voyez en bas, c'est la même chose, mais chez des enfants de 9 ans également, mais dyslexiques, c'est-à-dire avec des difficultés d'apprentissage de la lecture. Et ce que vous voyez, alors que le reste de leur activité intellectuelle est bonne, normale, eh bien ce que vous voyez, c'est que vous voyez que tout est en place, la région des maisons en vert, la région des visages en bleu, etc. Sauf, il n'y a pas de tache rouge, la région des mots ne s'est pas mise en place. Il y a du cerveau à cet endroit-là, mais elle n'a pas les caractéristiques fonctionnelles normales. Elle ne s'active pas particulièrement ou pas suffisamment quand on leur montre des mots. Donc on peut étudier le système, tous les systèmes dont je vous ai parlé, au cours de leur développement, que ce soit le développement normal, que ce soit le développement anormal, comme par exemple dans des situations de dyslexie ou autres troubles du développement. Alors, il y a une autre manière de regarder cette plasticité, cette capacité du système à changer. C'est pas de regarder ce qui se passe chez les enfants, mais c'est de comparer ce qui se passe chez des gens qui ont appris à lire et des gens qui n'ont pas appris à lire. On devrait voir les différences. Qu'est-ce qui a changé quand vous avez appris à lire? Alors on a fait cette étude avec Stanislas Dehaene, par exemple, où on a testé des gens, surtout au Brésil, parce que, en collaboration avec des collègues brésiliens, c'est pas facile de trouver des populations de gens qui sont les uns illettrés, pas allés à l'école, pas appris à lire, les autres lettrés, et d'autres, un troisième groupe intermédiaire qu'on a étudié, sont des gens qui ont appris à lire à l'âge adulte, qui ont suivi des cours d'alphabétisation, pour trouver des gens illettrés, ex-illettrés et lettrés, mais parfaitement comparables en termes d'origine sociale, d'alimentation, etc. C'est pas facile. On les a trouvés au Brésil, on les a testés. Alors, je ne vais pas vous donner de grand-chose comme indication sur les résultats, qui sont un petit peu touffus, mais disons juste ce que vous voyez là, c'est par exemple cette fameuse région de reconnaissance des lettres. Eh bien, ce que cette petite courbe-là montre, illisible, je pense, qui est écrit à côté, c'est que meilleur lecteur vous êtes, meilleur lecteur vous êtes, plus cette région s'active quand on vous montre des choses écrites. C'est pas très étonnant, on a trouvé d'autres choses plus étonnantes, mais c'est QFD quand même. Cette région, son activité augmente proportionnellement à votre compétence dans le domaine de la lecture. Ça a également un impact sur d'autres parties du cerveau, mais je vais juste mentionner ça.
Donc ça modifie, l'apprentissage de la lecture modifie les caractéristiques fonctionnelles, le fonctionnement des différentes régions cérébrales. Non seulement ça modifie les caractéristiques fonctionnelles, mais ça modifie même l'anatomie. On revient un petit peu à Broca, à Gall, ça modifie l'anatomie. Alors évidemment, si vous apprenez quelque chose, vous n'avez pas une bosse qui va pousser. Pas une bosse, pas quelque chose qu'on voit à l'œil nu, mais quelque chose qu'on voit avec les moyens technologiques adaptés, avec des IRM, en faisant des moyennes, en faisant des statistiques. On peut voir des changements anatomiques. Et pour garder le même exemple, sur ces mêmes sujets illettrés, ex-illettrés qu'on a testés au Brésil, on a étudié les faisceaux de substances blanches. Vous vous souvenez, j'avais parlé des travaux de von Monaco, qui avait identifié le faisceau arqué, un gros faisceau de substances blanches qui, à l'intérieur des hémisphères, relie l'arrière du cerveau avec l'avant du cerveau, le bas du cerveau avec le haut du cerveau. Eh bien, on a regardé s'il y avait des différences dans la structure anatomique des différents faisceaux de substances blanches du cerveau. Un travail qu'on a fait avec Michel Thibault-Schotten. Et on a trouvé une seule différence. Tous les faisceaux ne sont pas vraiment différents selon que vous savez lire ou pas, sauf un, qui est ce faisceau que vous voyez en jaune ici. Ce faisceau qui est une partie du fameux faisceau arqué. Eh bien, c'est un faisceau qui relie les régions de la vision avec les régions du langage. Et donc, ce faisceau est d'autant mieux organisé que vous le savez mieux lire. Il est mieux organisé, pour employer des termes approximatifs, il est mieux organisé anatomiquement, sa structure anatomique est meilleure, si je puis dire, mieux vous savez lire. Et ce que vous voyez là, il y a les illettrés qui ont une structure peu élaborée, si on peut dire, les lettrés qui ont une structure meilleure, et les ex-illettrés, c'est-à-dire les gens qui ont appris à lire à l'âge adulte, ont une structure intermédiaire. Donc ils sont, bien qu'ayant commencé à lire à l'âge adulte, ils sont sur la voie normale, la trajectoire normale. Même à l'âge adulte, le cerveau reste plastique, vous apprenez à lire, votre cerveau se modifie. Un autre exemple de cette capacité de modification, alors là, quand même, je dis, ça marche encore à l'âge adulte, mais la plasticité est quand même moindre à l'âge adulte que dans l'enfance. Et on observe dans l'enfance des capacités de suppléance à la suite d'accidents cérébraux, de récupération, de compensation, qu'il n'y a pas à l'âge adulte. Ah ben voilà, oui. Par exemple, dans ce cas-là, ça c'est une histoire d'une petite fille qui, quand elle a eu, à l'âge de 4 ans, elle a commencé à faire elle aussi des crises d'épilepsie. On a rattaché ces crises d'épilepsie à des anomalies qu'elle avait, des maladies corticales, une malformation corticale qui se trouvait dans sa région occipitale et temporale de l'hémisphère gauche, dans l'arrière, dans la partie qui s'occupe de la vision de son hémisphère gauche. Et elle a été opérée, on lui a retiré, ce que vous voyez en rouge, c'est quelque chose qu'on lui a retiré quand elle avait 4 ans. Ça a réglé son problème d'épilepsie, elle est retournée à l'école, et puis tout s'est passé d'une manière parfaitement normale et satisfaisante. Et vers l'âge de 10-11 ans, elle a recommencé malheureusement à faire des crises d'épilepsie, et donc les médecins qui s'occupaient d'elle se sont dit, est-ce que par hasard on n'aurait pas laissé un petit bout de cerveau qu'on pourrait se permettre de retirer, qui peut-être est à l'origine de ces crises, etc. Bref, elle a été à ce moment-là explorée, de nouveau, et on a pu lui faire de l'IRM fonctionnel. Et qu'est-ce que ça montre? On lui a fait ça, par exemple, ça, vous voyez, ce qui est en rouge, c'est des régions qui s'activent, pendant que cette petite fille fabriquait des phrases. Elle était dans la machine d'IRM, on lui disait couteau, pomme, et elle devait inventer une phrase du genre j'épluche ma pomme avec un couteau. Bon. Et vous voyez qu'il y a des activations dans son hémisphère gauche, ce qui est habituel. On voit même la région de Wernicke, la région de Broca. On était en pays de connaissance, tout est comme d'habitude. Maintenant, quand on lui faisait lire des mots dans la machine d'IRM, qu'est-ce qu'on voyait? Eh bien, on voyait quelque chose de tout à fait normal, cette fameuse région de reconnaissance des lettres s'activait très bien chez elle, sauf qu'elle n'était pas à gauche, puisque elle aurait été dans un endroit qui n'existait pas, et elle se trouvait simplement à droite. Autrement dit, cette petite fille, quand elle avait 4 ans, son langage était déjà latéralisé à gauche de façon normale. Ensuite, elle a appris à lire. Elle a fait avec les moyens du bord. Elle ne disposait plus de la région nécessaire habituellement à gauche, et son cerveau s'est arrangé pour utiliser la région symétrique à droite, avec un plein succès. Si vous prenez un adulte à qui vous retirez cette région-là, un petit peu comme le patient chirurgical que je vous ai présenté tout à l'heure,
eh bien, il va devenir alexique, mais il ne va pas récupérer probablement une lecture parfaite et normale. Et pour finir, je vous dirais que, en fait, un autre aspect de la plasticité remarquable du cerveau, ça a été montré par des travaux de Amir Hamedi à Jérusalem, avec lequel on a aussi le plaisir de collaborer. Et j'ai fait jusqu'à présent comme si la lecture, qui est le dernier exemple que j'ai pris, était quelque chose qui passait par les yeux, ce qui est, il faut le dire, généralement le cas. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et vous savez bien que des aveugles peuvent parfaitement apprendre à lire en passant par généralement le tact. L'écriture braille, on sent, on palpe des lettres avec les doigts et on lit. On dit la voie d'entrée passe par une autre modalité, mais la tâche générale reste la même. Et donc, une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a étudié les activations au cours de la lecture du braille chez des patients aveugles de naissance, des gens qui n'avaient jamais rien vu, qui n'avaient aucune expérience visuelle de la lecture, ni aucune expérience visuelle de rien du tout. Ils n'avaient jamais rien vu du tout. Et en deux mots, ce qui se passe, c'est que la région du cerveau qui s'active et qui leur sert certainement à reconnaître les lettres est exactement la même dans le système que moi j'ai appelé visuel, exactement dans la même région du cerveau que celle qui, d'habitude, est utilisée pour reconnaître les lettres par les yeux. Autrement dit, et alors ils ont fait même autre chose. Dans un deuxième temps, ils ont même réussi à faire lire les aveugles par les oreilles. Alors comment peut-on lire par les oreilles? Eh bien, ils ont inventé un système, c'est une utilisation plus générale, qui consiste à transformer les lettres, les formes qu'on voit, en sons. Et par exemple, une barre noire qui oblique comme ça serait quelque chose comme une barre qui monte, ce serait... Alors un V, ce serait quelque chose comme ça. Alors le X, je ne peux pas le faire. Mais le principe, c'est celui-là. Et donc, ils ont pris des sujets aveugles de naissance. Là encore, ils leur ont appris à reconnaître des lettres codées auditivement. Et ils ont étudié les activations cérébrales. Et comme vous voyez là encore, c'est exactement la même région du système habituellement qualifié de visuel qui est activée par la reconnaissance de ces formes. Pourquoi c'est comme ça? On n'est pas trop sûr, mais cette région a peut-être une qualité particulière, deux qualités particulières. Qualité 1, elle est capable d'analyser des formes du genre, des formes qui servent à constituer les lettres, que ce soit ensuite, que ça passe par les yeux, les oreilles ou les doigts, peu importe. C'est toujours des formes qu'il faut analyser. Et deuxième qualité qu'a cette région, c'est qu'elle est étroitement connectée avec les régions du langage, par ce faisceau, notamment ce fameux faisceau arqué dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on est en train de faire des travaux ici à l'ICM pour étudier exactement les voies de communication anatomique, les connexions entre cette région de la vision et ces régions du langage au cours de la lecture. Et la dernière diapositive, c'est que je voudrais quand même avoir une conclusion un petit peu plus balancée, c'est que je vous ai dit que le cerveau, on pouvait le décomposer en pièces détachées comme ça. La vérité, c'est que heureusement qu'il fonctionne quand même avec une certaine unité. Hein, quand même, on n'a pas dit petites bêtes qui tirent dans tous les sens. Les bêtes sont réconciliées. Il y a une espèce de système de bergerie. Alors, notamment, c'est pas mon domaine, c'est le domaine de mon collègue Lionel Nakache, par exemple. C'est une des fonctions de la conscience. C'est-à-dire que quand vous êtes conscient de quelque chose, quand je suis conscient de ce micro, ça a une conséquence, c'est que je peux en faire ce que je veux. Cette information qui entre par mes yeux, eh bien, peut passer au système du langage, et je peux dire le micro, ça passe au système moteur, et je peux l'attraper avec ma main, ça passe à mon système de mémoire, et je peux m'en souvenir, et tout à l'heure, me dire, ah, je me souviens de ce micro, etc. Autrement dit, cette information, une fois qu'elle est consciente, que j'ai pris conscience du micro, elle peut être distribuée à l'ensemble des systèmes cérébraux, ce qui est un élément d'unification important. Et même cette capacité à unir les différentes parties du cerveau entre elles, c'est même un signe diagnostique de la conscience. Et je vais finir avec cette image, qui est aussi un petit peu de la publicité. C'est un article qui vient d'être publié, enfin il est payé sous presse, de notre équipe, qui est un travail qui a été fait, supervisé par Lionel Nakache, Stanislas Dehaene, qui a été fait par Jean-Rémy King et Jacobo Sitt, et quelques autres auteurs, qui montrent exactement ça. C'est-à-dire qui montrent que selon que vous êtes conscient ou que vous n'êtes pas conscient,
il y a des communications, là c'est des... Oups, la publicité. Il y a des communications qu'on mesure au moyen de l'électroencéphalogramme à longue distance entre différentes régions du cerveau. Et ça c'est intéressant aussi parce que c'est pas juste pour l'amour de la science. Ça, en fait, c'est un outil d'aide au diagnostic des comas, des états végétatifs, etc. Parce que il arrive que des gens, à la suite d'un accident, d'un traumatisme crânien, d'une anoxie cérébrale, etc., se retrouvent en réanimation, apparemment pas conscients, ne répondant pas quand on leur parle, et qu'on a besoin, dans toute la mesure du possible, de savoir s'ils sont conscients ou pas. Et l'examen clinique est souvent limité parce qu'ils ont des gros pansements, ils sont paralysés, etc., etc. Donc tous les moyens techniques qui peuvent aider à diagnostiquer l'état de conscience sont les bienvenus. Et ce que vous voyez là, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est des tentatives d'aide à la mesure de l'état de conscience dans le but de distinguer des patients qui sont en état végétatif, minimalement conscients ou bien portants. Ça, c'est une situation de contrôle. Donc, conclusion, le cerveau en pièces détachées, mais on essaie quand même de remettre les pièces détachées ensemble. Voilà, merci.